Donc, j'ai le plaisir de co-modérer avec Sinajid ce symposium. Donc, c'est le professeur Hammi qui va nous traiter le sujet de gestion de la BPCO, une approche proactive. Donc, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier l'AFNAPAT. Je tiens à remercier tous les membres du bureau pour la qualité de l'organisation. Un remerciement spécial au laboratoire AstraZeneca qui a pensé à programmer cette séance de BPCO, qui va nous mettre un petit peu sur les rails après cette séance pleine d'interactions entre l'environnement. On reste toujours dans l'interface poumon avec l'environnement, puisqu'on va s'attaquer à une pathologie toute particulière qui nous interpelle tous, à savoir la BPCO, qui garde toujours une interface avec l'environnement. Alors, le sujet qui m'a été confié, c'est la gestion proactive de la BPCO. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de façon proactive pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients? Alors, tout d'abord, je tiens qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt par rapport à cette présentation avant que j'aborde avec vous le plan de cette présentation. Alors, la gestion proactive, donc pour cela, je vais essayer d'aborder le plan suivant. Donc, on va essayer d'expliciter un petit peu le rationnel de cette approche proactive par rapport à l'approche réactionnelle ou réactive. Et par la suite, on va découvrir ensemble quels sont les différents aspects d'application de cette approche proactive dans la gestion de nos patients qui sont BPCO. Alors, BPCO, c'est une pathologie qui nous interpelle tous, puisqu'il y a toujours une interface avec l'environnement. Elle n'est pas forcément liée au tabac. Il y a également l'exposition à la biomasse et l'exposition à tous les irritants. Donc, il explique déjà son caractère prévalent sans distinction du sexe. Et ça, finalement, sans parler de son caractère mortel, puisqu'il commence à devancer un petit peu les pathologies non transmissibles concernant la mortalité, et finalement, il occupe la troisième rang dans toutes les causes de mortalité à l'échelon planétaire. Alors, c'est une pathologie qui est un petit peu particulière parce qu'elle a un caractère qui est hétérogène, et ça a été bien décrit dans la recommandation toute nouvelle, dans sa version actualisée. C'est une pathologie finalement qui est caractérisée par certains auteurs comme étant une pathologie qui est hétérogène avec plusieurs phénotypes. Alors, il y a plusieurs sous-types au point que quelques auteurs finalement la considèrent comme un vrai syndrome et non pas une simple maladie. Il y a des BPCO, donc c'est une maladie au pluriel pour dire que c'est très hétérogène et très mosaïque le caractère de cette pathologie. Alors, ça explique également les différents itinéraires que peut prendre un patient au BPCO, depuis une accélération rapide jusqu'à une accélération un petit peu freinée, jusqu'à une stabilisation. Donc, et ça explique également pourquoi la BPCO, chaque année, on revoit des versions actualisées, espérons rattraper un petit peu les connaissances et essayer de raccourcir un petit peu l'écart entre les connaissances et l'application sur le terrain. Alors finalement, oui, donc il y a la recommandation qui essaie de rattraper le tir, mais donc le paradigme, c'est que l'application de ces recommandations ne trouve pas finalement un terrain d'application dans notre pratique, dans la pratique des différents intervenants, puisqu'il y a donc selon les praticiens, il y a une interférence de ces recommandations par rapport au jugement du clinicien et la fleur du clinicien. Il y a un diagnostic différentiel qui s'oppose toujours avec l'asthme. Il y a les associations fixes réputées être un médicament efficace, notamment je fais allusion à là-bas en association avec les corticoïdes inhalés. Et bien sûr, il y a toujours un écart entre tout ce qui est recommandé et la vraie vie et la pratique de tout un chacun. Preuve à l'appui, cette publication italienne qui montre à quel point les praticiens, les cliniciens ont du mal à appliquer leurs recommandations. Là, vous voyez une grande hétérogénéité, un grand écart entre les recommandations et l'application, surtout des traitements de fond, que ce soit dans les stades avancés ou bien les stades retardés de cette maladie. Et bien sûr, une grande hétérogénéité concernant les médicaments et finalement les médicaments de fond appliqués. Alors, on m'a demandé de traiter le caractère proactif de la gestion. Alors, dans le côté médical, c'est très difficile de faire la part des choses et distinguer l'approche proactive par rapport à l'approche réactive, puisque les deux finalement sont complémentaires, puisqu'il y a un objectif commun, à savoir l'amélioration de la qualité de gestion de nos patients BPCO. Alors si l'approche proactive vise à bien faire la chose correctement au premier coup, donc l'approche qui est réactionnelle ou réactive essaie de redresser le tir, essaie d'ajuster, de réarranger et surtout justifier et vérifier si l'objectif finalement déterminé est éteint.
Maintenant, devant une pathologie qui est mortelle, une pathologie qui est hétérogène, une pathologie où la difficulté de prise en charge et l'application des recommandations trouvent déjà un terrain qui est sceptique, donc l'approche qui est proactive devance un petit peu l'approche réactionnelle et ça justifie déjà son emplacement pour la prise en charge des patients. Alors, on va découvrir par la suite les aspects de l'application de l'approche proactive, puisque c'est une approche qui est finalement justifiée devant une pathologie qui est mortelle, hétérogène, avec des difficultés d'application des recommandations. On va finalement commencer par le premier axe d'application, à savoir l'axe de diagnostic. Alors, première des choses, et ça montre à quel point on doit appliquer à la fois l'approche active et réactive dans la prise en charge de nos patients, c'est tout d'abord essayer de sensibiliser le patient lui-même, puisqu'on doit l'intégrer dans la prise en charge. Il faut que le patient soit impliqué dans la gestion, puisqu'on constate, et ça c'est le constat de l'état des lieux, c'est que les patients, donc le manque de connaissances dans leur maladie, par rapport à leur maladie, il y a un déni des symptômes, il y a une banalisation des symptômes, et voire même une réticence par rapport à la réalisation des examens et adhérer surtout à un traitement de fond. Et puis, il faut également coordonner et bien coordonner avec le médecin généraliste parce que quel que soit le système de santé, en particulier le nôtre, donc le généraliste, c'est le premier médecin qui va être en première ligne pour pouvoir gérer, pour pouvoir identifier, pour pouvoir référer donc, les patients BPCO. Et bien sûr, il faut toujours anticiper. Nous, les pneumologues, on doit anticiper pour pouvoir améliorer le circuit patient et surtout avoir des articulations avec d'autres spécialités qui interviennent dans la BPCO puisque c'est une maladie qui est systémique. Alors, le deuxième, finalement, application, le deuxième axe d'application de l'approche proactive, ça se voit dans l'intégration des notions et des sous-entités qui viennent d'être identifiées par le GOLD, à savoir le pré-BPCO et le PRISM. Donc il faut savoir identifier ces patients symptomatiques où ils ont un trouble fonctionnel qui est finalement peu significatif. C'est très important de les identifier dans l'optique de les surveiller parce que ce sont inéluctablement des patients qui vont évoluer vers la BPCO. C'est vrai qu'il n'y a pas jusqu'à maintenant de consensus concernant la prise en charge thérapeutique de ces patients, mais la surveillance s'impose devant ces patients et devant une pathologie qui est complètement irréversible et imprévisible. Alors, troisième élément concernant le caractère proactif dans la gestion de ces patients, c'est ce que indique les recommandations de GOLD concernant l'intérêt d'être répétitif et itératif dans les explorations fonctionnelles respiratoires lorsqu'on est devant ces sous-entités qui n'ont pas des troubles ventilatoires obstructifs qui sont réversibles. Autant penser de façon régulière, de façon itérative à intervalles de 6 mois à une année, refaire la spirométrie avec réversibilité pour pouvoir capter ces patients à un stade qui est plus précoce. Alors, deuxième axe, et ça constitue le pivot central de ce symposium, c'est le côté thérapeutique. Alors, le caractère proactif, donc, il se manifeste par le chamboulement qu'a connu la BPCO concernant la mise en place des traitements, avec bien sûr un caractère un petit peu poussé dans la charge thérapeutique, puisqu'on a regroupé le stade C et D dans le groupe E, puisqu'on a considéré que les D qui sont beaucoup plus comorbides et les C, c'est le groupe au risque d'exacerbation avec bien sûr des complications donc très importantes, de les regrouper dans un groupe à risque avec augmentation de la charge thérapeutique. Alors, lorsqu'on voit sur quelle base finalement cette maladie elle est évaluée par le GOLD, on voit que le pilier de l'évaluation de cette pathologie, c'est bien la clinique. On se base sur les explorations, en fait, sur l'antécédent d'exacerbation, on se base sur le caractère symptomatique ou pas, on se base sur la présence ou altération ou pas de la qualité de vie. Et vous voyez que finalement, les exacerbations constituent parmi ces 3 déterminants cliniques de l'évaluation de la maladie, constituent le poids le plus important puisque c'est sur la base de nombre d'exacerbations, sur la base de l'antécédent d'exacerbation, le nombre d'exacerbations, on va essayer de finalement catégoriser les patients en groupes A et B et E. Oui, donc les exacerbations, c'est important. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi donc, on a changé un petit peu le traitement de fond dans la cinétique de montée de la charge thérapeutique, puisque par exemple le groupe B, finalement, on avait le choix entre l'ABA ou l'AMA. Maintenant, on associe. Et le groupe E, donc on va être surtout dans la trithérapie lorsqu'on a un facteur prédictif, à savoir les eosinophiles qui sont augmentés pour indiquer la trithérapie.
Alors la trithérapie, oui, donc ça commence à prendre plus de place dans l'optique d'être beaucoup plus proactif dans la prise en charge de nos patients, surtout comme traitement initiateur dans le groupe E en présence d'exacerbation et en présence des eosinophilie, mais également en deuxième intention de suivi des patients qui ont du mal à être contrôlés, stabilisés avec une double association ou bien sûr lorsqu'on a des éléments donc, prédictifs, à savoir l'eosinophilie. Et là, donc, la question qui se pose à chaque fois dans n'importe quelle manifestation scientifique, et ça constitue toujours un débat qui est toujours présenté dans les différentes manifestations, c'est lorsqu'on a un patient qui est exacerbateur, mais finalement, il ne correspond pas aux critères, il n'est pas éligible à une trithérapie parce que le taux de eosinophile qui est considéré comme un élément justifiant la trithérapie, il est absent. Alors pour répondre à cette question, donc je vous montre cet article-là qui montre à quel point l'exacerbation constitue un élément prédictif de l'exacerbation. D'ailleurs, on peut la considérer comme un élément prédictif de traitement parce que les patients qui s'exacerbent, ce sont les patients qui ont un risque futur d'exacerbation et rien que sur ça. Et vu le poids de l'exacerbation comme critère clinique pris par le GOLD dans la justification d'un step-up de traitement, donc raisonnablement, devant ces patients qui sont instables sous une double association, c'est légitime en présence d'exacerbation donc de les mettre la trithérapie. Alors, une autre preuve à l'appui concernant cette trithérapie, c'est les patients qui sont très exacerbateurs. Donc, par définition, c'est au-delà de 2 parce qu'on a constaté que lorsqu'on le patient a un antécédent de 2 exacerbations dans son passé, ce sont les patients qui vont raccourcir déjà le délai avant l'apparition d'une 3e, 4e, 5e exacerbation. Donc entre le temps entre la première et la deuxième et les des années, c'est-à-dire 2 à 3 ans, entre la deuxième et la troisième, ça va être quelques mois et ça va être un délai de plus en plus court et justifiant justement l'intérêt d'être proactif dans l'installation de la trithérapie chez les patients très exacerbateurs et justifiant encore une fois le quote-off qui est de 2 exacerbations qui est pris par le GOLD. Un autre argument pour vous convaincre plus et pour enfoncer le clou, c'est que les patients qui sont exacerbateurs, ce sont des patients qui vont avoir un impact juste après cette exacerbation. On est tous d'accord que l'impact est immédiat avec un pronostic qui est vital, qui est mis en jeu, mais également on oublie qu'après une exacerbation, il y a un retentissement à moyen et à long terme, donc altérant la qualité de vie de ces patients. Alors, encore une fois, donc, je rappelle que les critères d'évaluation sur lesquels on se base, c'est surtout clinique, avec la dyspnée, la qualité de vie et l'exacerbation. Et d'ailleurs, ce sont des paramètres qui sont pris dans les études, dans les essais cliniques comme critères de jugement principal ou éventuellement secondaire. Mais le critère de mortalité, c'est un critère qui est tout récemment mis en exergue dans les essais cliniques, que ce soit comme critère principal ou surtout comme critère de jugement secondaire. Et rien ne vaut les essais cliniques pour pouvoir être beaucoup plus convaincants concernant cette trithérapie et la mise en place de cette trithérapie. Alors, la recommandation de GOLD s'appuie sur 2 essais cliniques. L'Impact et Ethos qui ont tout le mérite d'intégrer la mortalité comme critère de jugement pour pouvoir dire est-ce qu'il y a une supériorité de la trithérapie par rapport à un traitement de fond standard qu'on a l'habitude de prescrire, à savoir l'ABA et corticothérapie inhalée. Alors, je ne vais pas finalement citer les différents essais, donc le professeur Seraj a bien fait le panorama des différents essais depuis l'essai l'essai de trilogie ou bien tribute ou bien l'essai de Inspire. Donc il y a plusieurs essais cliniques qui ont finalement pris comme critère de jugement principal soit la fonction respiratoire ou le nombre d'exacerbations. Mais donc ce qui nous intéresse c'est surtout est-ce que ces essais cliniques ont pu montrer la plus-value de la trithérapie par rapport à un traitement donc à base d'une double association. Alors là jusqu'à maintenant il n'y a pas d'études qui ont comparé la trithérapie par rapport à une autre trithérapie, mais il y a des essais cliniques ou bien des méta-analyses et des revues cliniques qui ont fait une analyse poolée des recommandations et surtout des essais cliniques. Et le résultat, c'est qu'il y a une supériorité de la trithérapie en termes d'amélioration de la qualité de vie, en termes de réduction du nombre d'exacerbations et également
amélioration de la fonction respiratoire. Alors, on va faire le focus sur l'ETHOS comme essai clinique randomisé contrôlé. C'est un essai de supériorité, puisque par définition, c'est une étude de phase 3. Elle a intégré 26 pays. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a comparé la trithérapie par rapport à l'AMA-LABA, par rapport à l'ABA, associé à la courtithérapie inhalée. C'est un essai clinique qui a finalement a tout le mérite d'intégrer comme critère d'inclusion des patients qui sont déjà avec un antécédent d'exacerbation, et ça fait la différence par rapport aux essais qui n'ont pas déterminé justement le caractère exacerbateur ou pas comme critère d'inclusion. Et deuxième élément de supériorité par rapport à cet essai clinique, c'est qu'il a pris comme critère principal de jugement le taux d'exacerbation modéré à sévère sur un intervalle de 52 semaines. Alors, c'est un essai qui a montré raisonnablement donc, une réduction de la mortalité de 45% donc, par rapport à l'association LAMA-LABA. Il a montré que finalement, et c'est d'ailleurs raison pour laquelle elle est intégrée et elle est mise comme essai randomisé contrôlé à côté de Inspire pour pouvoir mettre justement l'accent sur l'intérêt de la trithérapie dans la réduction de la mortalité. Elle a montré également un intérêt de réduction de l'exacerbation, d'autant plus qu'il y a un taux d'éosinophile qui est augmenté et cette efficacité est beaucoup plus palpée, beaucoup plus relevante lorsqu'on a un taux d'éosinophile qui est augmenté dans le sang. Est-ce que ça impacte la qualité de vie du patient? La réponse est oui, puisqu'on a constaté avec la trithérapie comparativement à la double association, c'est que les patients utilisent moins le traitement par bêta-2-mimétique de courbe d'accent, et selon le score de Saint-Georges, il y a une amélioration de 4 points concernant ce score de qualité de vie. Alors, ce qui gêne généralement les praticiens dans l'instauration et la mise en place de la trithérapie, c'est la peur, est-ce qu'il y a une augmentation de taux de l'infection de la pneumonie lorsqu'on va mettre les patients qui ont déjà une immunodépression locale sous courtithérapie inhalée. Pour répondre à ça, il y a cette méta-analyse finalement qui a pu compiler les essais cliniques antérieurement cités pour dire que la trithérapie, oui, donc ça peut entraîner la pneumonie. D'ailleurs, ça a été depuis des années comme recommandation et comme un warning que le fait de mettre les patients sous courtithérapie inhalée, ça permet d'augmenter le risque de la pneumonie, mais ce n'est pas un risque qui est très important par rapport aux bénéfices attendus, à savoir l'amélioration de la qualité de vie par rapport à la réduction d'exacerbation et par rapport à l'amélioration de la fonction respiratoire. Maintenant, si on veut analyser en profondeur la courtithérapie inhalée, est-ce que la fluticasone par rapport à la budesonide, par rapport à la beclomethasone, qui est la plus safe, comparativement, la budesonide, c'est la molécule la plus tolérante par rapport à la fluticasone et par rapport à la beclomethasone, et ça mérite justement son implication et son introduction comme un traitement, comme premier choix pour les patients qui ont le caractère d'éligibilité par rapport à la trithérapie. Alors, lorsqu'on veut finalement évaluer les patients, parce que le fait de les mettre en trithérapie, ce n'est pas forcément un traitement qui va être à la longue. Il faut toujours avoir des escalades pour pouvoir adapter à chaque moment, à chaque consultation de contrôle nos patients. Alors, avant de penser à désescalader, il faut toujours penser au contrôle des comorbidités qui est fréquemment retrouvé chez les patients. Ça va nous faire un switch vers le troisième axe de la mise en application de caractère proactif. Alors, il faut savoir que les patients avec la BPCO, ce sont des patients qui sont généralement comorbides. Alors, si je vous donne comme pourcentage, 80% des BPCE auront au moins une comorbidité, 50% auront au moins 3. Donc, ça justifie l'intérêt de faire un bon listing et à chaque fois essayer de chercher de façon active les comorbidités chez ces patients, que ce soit respiratoire, cardiovasculaire, métabolique, ostéo-articulaire, neuropsychique et autres comorbidités, notamment la fragilité et le caractère un petit peu l'ostéoporose qui explique parfois l'implication de mettre ces patients dans un système de réhabilitation cardio-respiratoire et musculaire. Comme ça, on va réduire un petit peu leur caractère de sarcopénie et fragilité.
Alors, qui dit caractère proactif, gestion proactive des patients BPCO, raisonnablement parler de la vaccination, qui d'ailleurs doit être à chaque fois vérifiée dans la consultation de contrôle de nos patients. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut vérifier comme calendrier? Donc, ça doit être finalement des recommandations émanant de recommandations nationales, parce que certes, la Gold insiste sur les recommandations américaines, mais donc il faut toujours faire des adaptations en fonction du contexte marocain. Alors, proactivité, c'est dire l'implication de l'intelligence artificielle dans cette réflexion un petit peu anticipative. Alors là, donc, la place de l'intelligence artificielle, finalement, va s'imposer et tout à fait justifiée, parce que ça va être une valeur qui va essayer d'articuler un petit peu, moyennant un enseignement de la machine, un machine learning. Donc, ça va permettre d'articuler un petit peu tout ce qui est fonctionnel par rapport à tout ce qui est imagerie, par rapport à tout ce qui est finalement marqueur biologique, pour pouvoir aider la décision du patient par rapport à la prise en charge. Alors, je finis en disant que l'approche proactive prend son utilisation et son mise en application dans le diagnostic, qui doit être précoce, en cherchant les entités nouvelles, à savoir le prisme et le pré-BPCO. Ça va à travers un suivi régulier des patients et la mise en fait à jour du calendrier vaccinal, et bien sûr par un traitement adapté, que ce soit la bithérapie ou la trithérapie, parce que finalement le rationnel derrière le choix, c'est balancer un petit peu le risque-bénéfice, et que cette balance, il faut que ça soit jugé de façon individuelle. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur, pour votre exposé qui est très clair, très instructif, un sujet très passionnant. Et merci pour les efforts fournis pour avoir préparé ce sujet. Merci aussi pour le laboratoire AstraZeneca d'avoir sponsorisé ce symposium. La parole maintenant est à la salle pour les questions. Donc, j'ai un petit commentaire. Oui, bien. Donc, j'ai vu pour chercher les BPCO à leur début. Je vois que, disons, au début, ils parlent même pour les gens qui ont un VMS inférieur à 80%, même sans avoir le rapport, disons, le TIFNO. Mais, disons, nous, pneumo, dans nos consultations, on voit par exemple quand on fait une exploration, parfois rien que la courbe débit-volume, avec une petite concavité, sans avoir même une diminution de VMS ou bien le rapport. Donc avec un petit tour matinal, on devine que ce patient va devenir un BPCO dans l'avenir. Je crois qu'on doit faire beaucoup d'efforts pour inciter ces gens, peut-être déjà à arrêter de fumer, primo. Deuxièmement, à être un peu suivis, disons, à long terme, pour qu'on puisse, disons, les empêcher à aller un peu plus loin dans une détérioration de leur fonction respiratoire. Je vois dans les études, on dit qu'on va gagner 80 millilitres par ce produit, ou bien 100 millilitres, mais je crois que ce sont des gens qui vont perdre des millilitres et des millilitres si on ne les incite pas, ou si on ne les suit pas correctement. Je ne sais pas, on est des experts dans ce sens qui peuvent, je crois, éclaircir un peu ce point. Alors, par rapport à ce point, donc jusqu'à maintenant, il n'y a pas de recommandations répertoriées dans la littérature concernant la place du traitement chez ces patients, mais il y a un volet de suivi, de surveillance de ces patients, sans oublier d'ailleurs l'apport de l'imagerie chez ces patients, parce qu'on peut avoir des patients qui ont plus d'agressions sur le parenchyme, sans agressions très manifestes sur le plan voies aériennes. Et d'ailleurs, la présentation tout à l'heure concernant l'imagerie dans la BPCO montre à quel point le scanner peut être un élément indicateur de ce diagnostic présumé, en attendant à ce que ces patients évoluent sur le plan fonctionnel pour avoir la confirmation spirométrique. Merci beaucoup, professeur Hemi, pour ton excellente présentation. Comme a dit Dr Ouam, c'est vrai pour le BPCO, c'est le sévrage tabagique en premier. Je dirais insister sur la réhabilitation respiratoire, parce que c'est des patients qui ont un fond de dyspnée chronique. Et par curiosité, c'est AstraZeneca, on a l'habitude, c'est le traitement de l'asthme. J'aimerais bien savoir la composition du nouveau produit, si c'est possible, le nom commercial. Merci. Alors, ça va être une trithérapie, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore mis en marché. Donc, je crois que s'il n'y a pas de questions,
Donc, je crois que vous méritez là, humblement, je crois, une petite pause pour, disons, se préparer au reste.